Les études sont sans doute le passeport le plus évident pour accéder à un autre monde. Pauline a suivi toute sa scolarité à Bondy, puis à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Bonne élève, son destin a changé lorsqu'en seconde, sa professeure de mathématiques lui a parlé des CEP, les conventions d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, Pauline est en 3e année de Sciences Po à Paris. Église de Pantin. Jusqu'à l'âge de 17 ans, elle n'était jamais venue à la capitale. Pourtant, il n'y a que 5 stations de métro pour passer de l'autre côté du périphérique. C'est clair qu'il y a une frontière en fait entre la banlieue et Paris, et je pense que le métro c'est le moyen en fait de traverser cette frontière. Lorsque l'on passe les stations les unes après les autres, on peut dire que la population se blanchit, c'est-à-dire qu'on passe en fait d'une population très racisée à une population qui reste quand même majoritairement blanche lorsqu'on arrive à Saint-Germain-des-Prés. Pour Pauline, quitter sa banlieue, prendre le métro, s'éloigner de 10 km de son territoire, venir étudier dans cette école prestigieuse qui façonne une partie de l'élite, c'est aller de surprise en découverte. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai vu une foule d'étudiants et je me souviens avoir vu des jeunes étudiants porter des costards. Alors là, dans ma tête, c'était un peu mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. J'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais vu des étudiants entrer dans une école avec des costards. Tout était différent en fait. Et donc je savais en fait qu'il fallait que je m'adapte, mais en même temps, j'avais aussi envie de retourner dans ma zone de confort. Donc voilà, j'étais bien à Sciences Po, je voulais y aller, mais en même temps, il y avait la banlieue en fait qui me manquait, on va dire, parce que c'était un peu ma zone de confort en fait. Je sais que j'ai pas totalement intégré aussi les codes sociaux du milieu, on va dire, parisien. Et je sais que je suis toujours en apprentissage, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais à un restaurant, je dois regarder comment les autres agissent parce que j'ai pas forcément intégré leurs codes, donc je suis tout le temps en observation, je suis tout le temps en apprentissage. Donc forcément, il y a un retard par rapport aux autres. Quand on me demande « mais qu'est-ce qu'ils font tes parents ?» je dis « écoute, il est maçon et ma mère enfin mon père est maçon et ma mère est agent technique ». Et puis, il y a toujours cette appréhension, en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu peur, en fait, de voir la réaction des gens, de voir, je sais pas, cette petite étincelle dans les yeux. Et ça veut forcément dire « ah, mais ils ne font que ça, finalement », ou alors ils sont pas très importants dans ce monde, finalement. Et il y a toujours cette appréhension parce que, forcément, ils ne vont pas le dire directement, mais on sait que, quelque part, ils le pensent. Quand on en parle à quelqu'un, enfin, tout est dans le regard, j'ai envie de dire. Et donc il y a toujours cette petite appréhension, cette petite gêne, et finalement on a un peu honte de venir en fait de ce milieu social, alors qu'on ne devrait pas forcément avoir honte. Enfin, on vient d'où l'on vient. Enfin. Avant de partir à l'école, Jacqueline, 5e enfant d'une fratrie de 9, a souvent accompagné sa maman pour l'aider à faire des ménages. Cela m'a donné la niaque, dit-elle. Et toi, ça va? Tes parents vont bien? Moi, tu cherches maman, on ne bouge pas. D'accord, tu lui passeras pour mon appart. Ça marche. Quand elle était enfant, ses amis l'appelaient Jacqueline la binoclarde. Une moquerie qu'elle a vécue comme une force pour relever le défi de ses brillantes études. Jacqueline a dû faire preuve de combativité pour bousculer les barrières et passer de sa cité de Montreuil à Châteauroux, où elle est maintenant directrice d'un EHPAD. Aujourd'hui, elle dirige et gère 3 établissements, plus d'une centaine de salariés. Juste avant d'avoir été admise à Assas, j'ai été visiter la faculté de Saint-Denis. Et je me souviens que je m'étais fait une réflexion, je me suis dit « ah, ça va pas être possible ». Il est hors de question parce que pour moi, l'université, c'était quelque chose... Je me faisais l'idée d'une université, vous savez, c'est l'université, quoi. Puis même mes parents, ils savaient que j'allais à l'université, c'était quelque chose qui devait être grandiose, quelque part. Et j'avais été visiter la fac de Saint-Denis, et puis j'en étais ressortie en me disant, mais
c'est pas possible, je veux pas aller à Saint-Denis. C'est bon, moi, les bars des cités, des bâtiments tagués, un peu abîmés, moi, j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose d'autre, de beau. Et là, le jour d'après, je me suis dit, allez, on va rêver un peu, on va voir. J'étais pas très sûre d'être admise à Assas. Je me suis dit, allez, au culot, on va jeter un œil, puisque c'était les portes ouvertes. Et là, on arrive dans l'annexe de l'université d'Assas, c'est la grande rue de la Convention, là, une énorme avenue. Et puis voilà, on sort du métro, c'est beau, c'est vraiment du plein Paris. Et là, on rentre dans cette faculté. Et là, on voit des moulures, on voit des bâtiments blancs, nickel. On dirait que la peinture venait d'être refaite. Et des grandes allées, un magnifique amphithéâtre avec des sièges tout beaux, pas tagués du tout, il n'y avait aucun tag, il n'y avait rien. Et puis, une autre population. Et je me suis dit, c'était l'image que j'avais de l'université, de la grande université. Puis à ça, c'est une université de droit. C'est une université qui est réputée internationalement. Et des grands avocats, des grands juristes, des grands juges viennent de la faculté d'Assas. Et même s'il y avait une connotation, moi, Assas, je savais que c'était le berceau des étudiants d'extrême droite. Et ben, je me suis dit, c'est ça l'université que je veux, c'est du grandiose, c'est du beau, c'est ce que j'ai vu dans les livres. Quand j'ai eu ce concours de directeur et quand je me suis retrouvée dans cette école nationale de formation des directeurs des hôpitaux et des établissements de toute la France, je me suis dit, waouh, oh là là, je suis dans la cour des grands, là, on ne plaisante plus. Là, on met une veste cintrée et on y va. À l'âge de 20 ou 21 ans, quand j'ai le concours de Sciences Po et que donc je débarque à Paris, je sens bien que les camarades qui m'entourent n'ont pas forcément le même parcours que moi. Et je me souviens à l'époque très surprise de voir que d'abord ils viennent pour la plupart de Paris, pour ne pas dire du centre-ville, enfin du 7e arrondissement ou de quartiers plus cossus. Je suis surprise de voir que ce sont des camarades qui pensent à préparer Sciences Po quasiment depuis l'âge de 13 ans, comme quoi il y a quand même un habitus, hein, pardon d'être bourdieusienne, mais tout de même. Là où je rappelle que pour ce qui me concerne, j'ai découvert l'existence de Sciences Po totalement par hasard parce que personne n'avait jugé bon de m'en parler à Amiens, ni au lycée, ni à l'université, et que ça n'est qu'en poussant la porte d'un centre d'information et d'orientation d'un CIO que je suis tombée sur une documentation, voilà, et que je me suis dit tiens, Sciences Po, ça a l'air sympa, je vais passer le concours. Mais donc voilà, donc une fois sur place, je me rends compte qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes expériences. Et que, en effet, là, pour le coup, je fais figure un petit peu d'exception. Après, lorsque je suis entrée en politique, parfois, ça m'a aussi rattrapé ce sentiment d'être un imposteur ou de ne pas être à ma place. Alors, un imposteur, non pas au sens où je tromperais les gens sur qui je suis, mais au sens où, un peu comme quand vous êtes dans un mariage sans y avoir été invité et que vous avez peur que quelqu'un finisse par vous débusquer et se demander pourquoi est-ce que vous êtes là, etc. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'étais là ? Travail, travail et travail encore. Va le plus haut possible. C'est ce que le père de Pauline lui a toujours répété. Il est maçon depuis l'âge de 13 ans. Et sa culture à lui, c'est le travail. Aujourd'hui, les parents sont fiers de leur fille. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos parents, le jour où vous leur avez dit que vous vouliez aller à Sciences Po ? Il n'y a pas vraiment eu de réaction parce qu'ils ne connaissaient pas Sciences Po. Ils ne connaissaient pas. Donc j'ai dû leur expliquer en fait. Et puis après, ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire Sciences Po, tu fais Sciences Po. Va le plus loin possible. Ça vous intéresse, mais vous comprendrez pas certaines choses ou alors vous vous en foutrez totalement. Qu'est-ce que vos parents ne pourraient pas comprendre ? Certains codes, certains... Même tout ce qui concerne en fait la politique. On discute beaucoup de politique, par exemple quand on regarde le journal télévisé, mais il y a certaines choses sur lesquelles on bloque. Vous et votre père ? Oui. Je suis d'un bord politique, mon père en est d'un autre, donc forcément ça bloque. Vous croyez que c'est Sciences Po qui l'a fait changer d'opinion ?
Non, je pense pas, non. Moi, je pense que, parce que du côté Sciences Po, ils sont plutôt je veux dire, gauche, un peu. Parce que moi, je sais pas du tout, un peu, chez l'autre côté, moi. Alors, elle est plutôt beaucoup de social, parce que moi, le social, c'est vraiment le petit, hein, parce qu'elle est beaucoup... On en débat beaucoup, mais c'est sûr que je n'irai pas dans le sens de mon père. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis enraciné là-dedans. Le passage vers un autre environnement social se joue aussi dans les détails. Pauline a ainsi reproché à son père sa façon de se tenir à table. Quand tu coupes la salade. Ah, mais nous, on fait partie de la campagne, nous. Moi, ça, je peux la manger avec les mains, je la coupe. J'y ai repensé après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est un peu de la honte. Et en fait, j'ai honte d'avoir honte. Parce que je devrais pas avoir honte, en fait. Et j'ai l'impression, en fait, par exemple, parfois quand je vais à Sciences Po et que je parle de manière assez différente, que je ne suis pas moi-même, finalement. Et que j'ai l'impression, en fait, que je me travestis. L'histoire de l'école est racontée par les vainqueurs. On entend très rarement la voix des vaincus. C'est un peu comme l'histoire des guerres, hein. C'est quoi les vaincus? S'agissant d'école, c'est évidemment les élèves qui n'y ont pas trouvé leur place, qui ont échoué, qui, malgré les efforts qu'ils ont fournis, n'ont pas été récompensés à leur juste mérite, etc., etc. Sauf que, qu'est-ce qu'on appelle le mérite? Ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans la plupart des cas, le mérite aujourd'hui, c'est en réalité avoir grandi dans un milieu où on vous a expliqué pourquoi il fallait faire des efforts, travailler, pourquoi la culture c'est important, pourquoi il faut aller au musée le week-end. Avoir du mérite, c'est avoir un réseau, de l'entre-gens pour faire les bons stages au bon moment, etc. Et qu'à la fin, tout ça constitue un dossier parfait à présenter au moment d'être admis dans telle grande école ou dans telle université. C'est ça qu'on appelle le mérite. Mais est-ce que ce mérite est vraiment accessible à tout le monde? Jacqueline a fait ce qu'il fallait. Mais malgré tout, l'habit ne fait pas le moine. Pour elle, mettre une veste cintrée n'a pas été suffisant. Il reste toujours l'apparence, le regard des autres et les codes que l'on ne possède pas. Peut-on réellement penser qu'il suffit de vouloir pour pouvoir? Alors, je suis arrivée sur un des établissements, ça devait être la première semaine. Et je suis arrivée, je me suis pas tout de suite présentée, je suis pas sautée dessus. C'était un aide-soignant qui est venu vers moi et qui dit bonjour. Enfin, j'ai dit bonjour. Et il me dit tu es nouvelle? Bon, le tutoiement déjà. Il dit oui, je suis nouvelle. Il me dit tu es la nouvelle ASH, et agent des services hospitaliers. Et aujourd'hui, les agents de services hospitaliers, cet établissement, effectivement, c'est des personnes qui participent au ménage. Boum, premier coup au cœur, reste forte, reste digne. Et non, je suis la nouvelle directrice. Je suis la nouvelle directrice adjointe. Je travaille avec Monsieur Pigalle et je suis directrice adjointe. Je suis une femme, je suis jeune, je suis noire et je viens de la banlieue. Alors là, je me dis, j'ai 4 fois plus de choses à prouver parce que dans l'image que je renvoie, il y a déjà 4... comment dire? C'est... Comment dire ça? C'est trouver le mot juste. C'est pas 4 poids, c'est 4 bagages. J'ai 4 bagages. Une jeune femme noire qui vient de la banlieue et qui est directrice et qui va venir pour diriger et gérer 3 établissements, plus d'une centaine de personnes, diriger des réunions, prendre des décisions qui vont influer sur la vie des personnes. Et diriger des salariés, c'est aussi en assumer les responsabilités dans ce qu'il y a de meilleur, mais dans ce qu'il y a de pire aussi. Et dans mon image, je veux dire physique aussi, c'est ces personnes à qui je vais devoir dire non. Ces personnes plus âgées, ces personnes qui viennent, qui sont nées ici dans la région, et à qui je vais parfois devoir dire non, c'est moi qui décide. Et je dois parfois souligner cette légitimité. Je suis directrice et je vais vous expliquer. Après, tout s'accompagne. Tout s'accompagne. Mais il faut parfois plus d'arguments. C'est vrai que les premières années, en fait, où j'ai exercé le métier de directeur, je disais aux personnes autour de moi et que je rencontrais ici à Châteauroux que j'étais agent administratif. J'ai mis énormément de temps à assumer que j'étais directrice, d'être ce que je suis.
Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais quand je rencontrais des gens, par exemple, à l'extérieur, bah, vous venez d'arriver, qu'est-ce que vous faites? Je suis agent administratif. Et au fur et à mesure aussi, où je prends de l'expérience, où je prends de la maturité, où je comprends ce que je fais et que j'assume, eh ben non, je dis que je suis directrice. Dans certaines réunions, j'ai l'impression de porter un costume, entre guillemets, trop grand. Et je pense que c'est juste une différence qu'aujourd'hui j'assume entièrement. Je m'adapte. Parce que c'est ça aussi mon métier, c'est de s'intégrer aussi, c'est de s'adapter, c'est de comprendre l'autre. Après, le sentiment se sentir à l'aise, après, ça dépend de chacun. Moi, je me sens plus à l'aise quand je suis à Montreuil. Je suis très bien consciente en fait du fait que je quitte certaines choses. Donc par exemple, je sais que je ne vivrai pas en banlieue. Donc par exemple, je pense pas faire ma vie, je sais pas, avec quelqu'un qui vient de la classe populaire. Parce que, voilà, je pense que j'en suis consciente, j'en suis assez consciente, en fait. Mais je veux toujours garder un lien avec le milieu social. Ouais, donc ouais. je viens. Non, mais ça me comprend, ça. Mais ça t'empêche pas d'aller plus loin. Tout le monde peut être président. Si tu bosses, si vraiment t'as envie de t'orienter, ben, on espérait toujours, ouais, c'est vrai. Et pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Peut-être. Pourquoi pas quoi? Bah, être présidente, je sais pas. Être même ministre, n'importe quoi. Ça, on espère toujours. Ça s'inscrit pas, en fait, dans mes ambitions. J'ai pas forcément envie d'avoir une carrière aussi administrative. Et j'ai plutôt envie, en fait, de rendre la monnaie de la pièce, en fait, de faire en sorte que les personnes, en fait, qui viennent du même milieu social que moi aient aussi la chance et aussi la possibilité d'accéder aussi à de plus grandes carrières. Je compte prendre le master politique publique, Social Innovation and Social Policy, donc tout ce qui est en fait lutte contre l'inégalité sociale et aider en fait ceux qui viennent du même milieu que moi. Je pense que travailler aussi dans la lutte contre les inégalités sociales, ça donne un sens en fait à ma vie. C'est presque prophétique. Ça donne un sens à ma vie et je pense que c'est véritablement ce pourquoi je suis faite en fait.